Nous continuons donc le cours de notre programme et nous allons maintenant parler de jeunesse africaine face au défi de l'immigration en Occident. Il y en a qui disent à tout prix, 1000 prix, il me faut quitter mon territoire et aller en Europe ou aller dans tel pays et sont prêts à vendre tout, sont prêts à vendre tout bien, même des humains souvent, Dieu merci, il faut s'en garder pour pouvoir partir. Et nous allons essayer d'avoir l'avis de quelqu'un qui a peut-être fait ce chemin-là. En tout cas, il écrit une très belle œuvre. Il s'agit de Lovejoy à ma vie, qui arrive maintenant. Avec ce livre que nous allons vous présenter, Je n'ai pas choisi de partir, une histoire du chemin Roxham, de Lovejoy à ma vie. Bonsoir à ma vie, monsieur à ma vie, vous allez bien? Bonsoir, je vais très bien. Merci de m'accueillir sur votre plateau. Herman, question? C'est bien. À ma vie, j'ai pris vraiment du plaisir à lire ce bouquin, quoique je suis resté un peu sur ma faim, notamment sur la forme. Hein. Je trouve que la typographie et autres, il y a un véritable challenge. Mais le contenu, c'est ça qui nous interpelle ici. Moi, ce n'est pas le titre qui m'a interpellé, c'est plutôt une histoire de chemin Roxham. Oui. Je suis allé, j'ai retrouvé cela à la page 30. Je vais lire quelques phrases, j'aime bien faire ça. C'est dans cette panique totale, le désir de fuite et le besoin urgent de stabilité que cette nouvelle destination revêtit l'espoir d'affliger de toutes sortes chemin Roxham. Le chemin Roxham, si j'ai bien compris, c'est un endroit par lequel je crois que c'est un endroit d'accès au Canada par le Québec. Oui, c'est bien ça. Finalement, ma question, dans ce parcours que vous partez en tant qu'exilé, qu'est-ce qui a été finalement le plus douloureux ou le plus difficile? Le plus douloureux, si on veut parler du chemin Roxham, c'est l'inconnu. C'est de savoir que l'on tente véritablement une aventure parce que persécuté sur le sol américain, allant chercher un asile au Canada, et le Premier ministre Justin Trudeau avait fait un tweet qui disait que tous ceux qui sont persécutés à travers le monde, ils sont les bienvenus au Canada. Et donc nous, on a décidé avec toute la cohorte d'Haïtiens, parce que Donald Trump s'en prenait aux Haïtiens à l'époque, en 2017, on s'est retrouvés là-bas. Il n'y avait pas d'infrastructure d'accueil. Donc il fallait dormir à la Belle Étoile, il fallait se gérer comme on pouvait, enfermer dans des entrepôts de la douane canadienne, le temps que le Canada puisse prendre des mesures adéquates pour accueillir ces gens. Donc, quand est-ce qu'on allait sortir? Comment est-ce qu'on allait vivre sur place? Moi, j'ai même pris l'initiative avec quelques bénévoles de gérer la salubrité sur ce site-là. Parce qu'il y avait tout et n'importe quoi. J'avais peur qu'on parte une pandémie ou une épidémie. Donc voilà, c'était difficile, l'inconnu. Et puis, on était galvanisé par l'espoir qu'enfin, on était sur un territoire où on n'allait pas être chassé par la police parce qu'un président a décidé qu'il ne voulait pas de nous sur son sol. Est-ce que vous étiez en règle? Est-ce que vous aviez les papiers avec vous? Par le chemin Roxham, c'est une demande d'asile. Donc, en fait, les deux pays, le Canada et les États-Unis, conçoivent que les deux sont favorables à la demande d'asile. Sauf que lorsque le président américain dit qu'il faut chasser les Haïtiens et tout ce dont il ne voulait pas sur son territoire, la porte de sortie était le chemin Roxham pour rentrer au Canada. On aurait pu passer par les chemins réguliers, mais il y avait une entente qui disait que on ne peut pas demander l'asile aux chemins réguliers, aux entrées régulières par la frontière, parce qu'on pouvait le faire sur le sol du pays d'où l'on venait. Donc ça a été le chemin Roxham et on a tous été accueillis par la gendarmerie et on a entamé les process d'asile. Élisée? Ok. Avant d'être dans une situation, je dirais, d'obligation de départ des États-Unis, qu'est-ce qui a motivé en fait que vous puissiez partir, que vous puissiez vous immigrer? Et aujourd'hui, si c'était à refaire, est-ce que vous pensez que vous l'aurez refait? Vous savez, il arrive dans certains parcours de vie qu'on se retrouve dans des conditions où partir est la seule solution qui s'offre à soi. C'était votre cas? C'était mon cas. Okay. Je suis d'abord venu en Côte d'Ivoire. Je suis arrivé ici, je suis resté à Abidjan un moment. Et c'est d'Abidjan que je suis parti aux États-Unis. Alors quand j'arrive aux États-Unis, au moment de demander l'asile et que j'entends le discours public porté par le chef de l'État à l'époque, je me dis, ah, il se passe quelque chose. Et en plus, le chemin Roxham ouvrait sur le Québec, qui est la seule province francophone en Amérique du Nord. Et donc pour quelqu'un qui vient d'un pays francophone, c'était le meilleur choix à faire. Et il faut savoir aussi que, oui, on parle beaucoup des États-Unis, mais il y a une telle facilité de circulation des armes de poing
que quand vous anticipez que vous allez vivre dans une société que les gens peuvent utiliser des armes comme ils le font aux États-Unis, le Canada est véritablement une aubaine à ce moment-là. Très bien. Marius, comment est avant de revenir à Herman? Le Canada a longtemps appliqué justement une politique très ouverte en matière d'immigration, tout le monde le sait. Vu votre expérience de l'immigration, qu'en est-il aujourd'hui du Canada? Ma deuxième question, et pour terminer, encouragez-vous véritablement l'immigration à ce jour? Le Canada reste une terre d'accueil. L'Amérique du Nord en général a connu à travers l'histoire des vagues successives de migrants qui ont conquis ce territoire et qui se sont installés. Et puis à travers toutes les crises qu'on a connues en Europe et ainsi de suite, beaucoup sont allés au Canada et en Amérique du Nord. Le Canada demeure une terre d'accueil et c'est même un besoin vital pour ce grand État-là. Oui, exactement. Parce qu'on a besoin de renforcer les sociétés avec plus de gens. Donc, il y a une crise démographique. On a besoin de travailleurs, donc pénurie de main-d'œuvre. Mais il s'agit aujourd'hui d'un discours électoraliste qui tape nécessairement sur l'immigration, qui présente l'immigration comme étant le bouc émissaire de tous les problèmes de la société. Et ça tend à créer une situation de vie qui est difficile et puis ça touche la cohésion sociale. Moi, je suis déjà intervenu parce que maintenant, avec mon livre et d'autres livres que j'ai écrits sur le sujet d'intégration et d'immigration, je fais beaucoup de sensibilisation pour de bonnes relations interculturelles. Alors, l'Organisation internationale des migrations dit qu'il y a 74 millions de gens qui veulent aller au Canada. Mais chaque année, c'est à peine 500 000 qui sont accueillis sur le territoire canadien. C'est toujours ouvert pour l'immigration. Mais ils ont corsé un peu les conditions. Ils ont diminué un certain nombre de quotas parce que c'est souvent une question de quotas. Il y a aussi des conditions d'accueil parce qu'il faut de l'hébergement pour les gens qui arrivent. Il faut qu'ils trouvent du travail. Il faut savoir comment les intégrer, dans quel secteur et tout ça. Donc il y a forcément une étude qui est faite par les ministères de l'immigration. Maintenant, pour répondre à votre question, est-ce que j'encourage l'immigration? Je dis oui. Au regard de votre livre. C'est nécessaire pour vous, l'immigration? Je dis oui et non. Oui, parce que quand on n'a pas le choix et qu'il faut partir, on peut toujours être bien dans un autre territoire qui n'est pas notre terre natale. C'est Corneille qui chantait qu'un bout des terres n'a jamais fait chez soi et que c'est le temps qui le lui a appris. Effectivement, je peux dire la même chose aujourd'hui. Je me sens bien au Canada comme je me sens bien en Côte d'Ivoire aujourd'hui. La dernière fois, je faisais une blague avec mes amis canadiens. J'ai dit, l'hiver est tellement méchant au Canada que je vais demander l'asile ici encore. Tout ça pour vous dire que oui, si on a besoin de partir sur un territoire où on est mieux, pourquoi pas? Mais je dis non parce qu'il y a quand même une tradition que les jeunes hommes et les jeunes femmes quittent l'Afrique pour aller travailler ailleurs et enrichir, renforcer la richesse des pays occidentaux. À un moment donné, il faut se poser la question et c'est pour ça que je fais une conférence à Abidjan bientôt. Daouda? Et justement, on va parler, comme vous avez entamé la conférence, la conférence porte sur les défis de l'immigration en Occident et son impact sur la jeunesse. Sans rentrer dans la conférence, parce qu'il sait qu'elle est payante, quels sont ces défis-là, très rapidement? Les défis de l'immigration, c'est les conditions de départ. Est-ce qu'il faudrait améliorer les conditions pour que les gens ne partent pas? Ou est-ce qu'il faudrait faire en sorte que les gens partent, mais dans les bonnes conditions? Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup prennent des embarcations de fortune et il y en a qui vont mourir sur les côtes européennes. Il y a beaucoup qui payent des faiseurs de papier parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire les procédures et donc ça coûte excessivement cher alors que cet argent aurait pu servir à la création d'une entreprise et donc à la création de richesses ici en local. Les défis de l'immigration en Occident particulièrement, c'est le discours public qui existe aujourd'hui, qui fait le lit pour les partis d'extrême droite. Et donc, ça a créé une situation de vie qui est délicate. C'est un peu un vent qui souffle en Europe aujourd'hui. Ça souffle en Europe, en Amérique du Nord et partout. Donc on va voir ces partis qui ont des discours divisifs arriver au pouvoir et donc tout mettre sur le dos des immigrants. Vous n'avez pas idée de comment c'est difficile de sortir dans la rue et de se savoir indexer, regarder mal, alors que souvent c'est des discours fallacieux. Donc il faut parler de tout ça. L'impact sur la jeunesse africaine, moi je pense que pour quelqu'un qui a fait l'immigration sans avoir choisi et qui revient, il faut partager les clés de compréhension pour que les gens puissent partir sainement et sereinement. Donc c'est pour ça que je fais cette conférence. Monsieur Amavi, moi en fait, Daouda, bon allez-y, allez-y. Je suis un peu embêté parce que je me rappelle la première fois que j'ai mis les pieds en Europe, l'avion c'était un Airbus A380
rempli de Noirs. Oui. Je ne vais pas dire d'Africains. Le même Airbus A380 me ramenait une semaine après, comment on appelle ça, aux Pays-Bas. Ok. Au retour, c'était rempli de Blancs. Au retour sur Abidjan. Sur Abidjan, c'est rempli de Blancs. Je me suis posé la question pour des pays en construction comme, comme la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on connaissait bien la Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour certains jeunes de tout vendre, de tout abandonner ici, parce qu'ils ont des biens, ils abandonnent tout pour l'immigration? Mais c'est parce que on a longtemps fait croire aux populations africaines que c'était toujours mieux ailleurs. Ça, ce sont des conséquences de la colonisation. On nous a imposé une lecture de nos sociétés qui fait qu'on pense que c'est toujours mieux en Occident. L'exode rural dans les villages, les gens pensent que c'est mieux à Abidjan. Quand ils arrivent à Abidjan, ils savent que le modèle vient de Paris, donc c'est mieux à Paris. Donc il faut déconstruire ce discours-là de base. Bien sûr. Maintenant, il faut savoir qu'en 2020, en Afrique de l'Ouest, c'est la Côte d'Ivoire qui a accueilli le plus de gens, de l'immigration étrangère. 2 600 000 personnes à peu près. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas de ministère de l'immigration. Pas parce que les gens ne viennent pas, il y a des services qui accueillent, qui donnent des visas, qui donnent des cartes de séjour. Mais c'est parce que ce n'est pas dans la logique du gouvernement d'aller chercher ces gens. Par contre, en Occident, tous ces pays qui crient sur l'immigration, ils ont tous des ministères de l'immigration. Ils ont besoin de gens pour vivre, ils ont besoin de contributeurs, ils ont besoin de travailleurs. Et donc, eux, ils mettent en place des programmes, tout en tapant sur le sujet de l'immigration, sur l'immigrant, sur l'immigré, comme si c'était lui la source des problèmes, alors que eux, pour eux, c'est un besoin. Mais en même temps, quand on vous écoute, il faut aussi pouvoir dire qu'il faut arriver pour nos pays africains peut-être à mettre les conditions de vie idoines pour nos populations. Oui. Parce que ces pays qui vous disent non, ne venez pas chez moi, ne venez pas chez nous, chaque pays a quelque peu des relents protectionnistes. Oui. Même les pays africains. Absolument. Et voilà, donc à un moment donné, il faut que nous, pays africains, on puisse se dire, on puisse mettre les conditions nécessaires pour que les jeunes puissent réussir. Et puis quand on sera développé, peut-être qu'un jour aussi on dira, non, on est fatigué, on ne veut plus. Non. Donc ça, il faut peut-être relativiser, qu'en pensez-vous? Il faut certainement, faut surtout ne pas arriver à se dire, on ne veut plus de telle ou telle personne. L'homme de nature est un être migrant. Il va toujours se déplacer, ne serait-ce que par curiosité. Les explorateurs qui sont venus sur nos côtes au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est des gens qui étaient curieux, qui voulaient savoir qu'est-ce qu'il y avait au-delà des océans. Donc l'homme est un être migrant. Il y aura toujours des gens qui vont se déplacer d'un territoire à l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est de l'intégrer et accepter les gens pour ce qu'ils apportent, parce que ce sont des êtres vivants qui viennent et qui participent à la cohésion de la société. Par contre, il faut organiser la vie ensemble. Il faut organiser nos sociétés pour qu'il n'y ait pas de discrimination à cause de telle ou telle chose. Et ça, c'est un travail de longue haleine, mais il faut transformer la pensée sur ce sujet. Herman, pour terminer, vous avez failli prendre le chemin Roxane. Oui, ce chemin Roxane. Je suis arrivé aux États-Unis en 2015. Okay. Et puis, bon, on a entamé la procédure. Et puis, voilà, après, ça a commencé à coincer. À un moment donné, j'ai mes aînés qui sont à Montréal, ils m'ont suggéré cela. Oui. J'en ai discuté avec mon épouse. Bon, finalement, je ne suis plus allé. Mais je suis heureux que finalement ma vie est bien intégrée là-bas. Parce qu'il est inspiré pour écrire des livres. Je vais lire un passage que j'ai retenu. Et on a terminé. J'étais encore perdu dans mes pensées lorsque 2 jeunes agents de sécurité s'approchèrent de moi pour me demander si j'étais parmi les nouveaux arrivants. À ma réponse, ils ont dit être surpris de voir l'un de nous fumer le cigare et écouter de l'opéra, me demandant de ne pas le prendre mal. Je leur répondis que même les Noirs trouvent bizarre un Noir qui écoute de l'opéra en fumant un cigare et qui est en plus végétalien. Et puis finalement, ils ont dit en plus, bon, pourquoi est-ce que vous avez senti le besoin de marquer cela? Je rappelle que c'est la page 54. Il nous reste 1 minute pour terminer l'émission. Je l'ai marqué parce qu'on venait de sortir des entrepôts de la douane et on était sur le point d'arriver à Montréal. Et moi, j'étais tellement stressé que je me suis rappelé que j'avais encore ma boîte de cigares dans mon sac à dos. Donc, je suis sorti, je l'ai fumé et puis ça les a surpris. Pourquoi? Parce qu'il y a la lecture qu'ils ont de l'Afrique et des Noirs. Ils pensent qu'on n'est pas assez cultivé, qu'on ne fait pas les choses comme ils font. Même dans le livre, je raconte quelqu'un qui me demande si on avait un micro-ondes chez nous en Afrique. Je lui ai dit non. On mettait le plat au milieu et puis je faisais la danse du feu autour et ça chauffait. Il a mal pris, mais après on a rigolé, mais c'est ça. Il y a tellement de préjugés sur nos cultures qu'il faut
arriver à pouvoir en parler, et discuter avec eux. Alors, je n'ai pas choisi de partir. Livre de Lovejoy à ma vie. Le vendredi 13 décembre à partir de 18h à BNB Hotel à Cocody-en-Grès. Donc, il y a une conférence sur les défis de l'immigration en Occident et son impact pour la jeunesse africaine. Et c'est vous qui êtes donc le conférencier. Merci beaucoup. Chaque André vous donne droit à une conférence, un livre dédicacé, un cocktail offert, réservation, 25 000 francs CFA. Merci d'être venu. Merci beaucoup, c'était très agréable. Merci. Alors, restez là, restez en place, je vous en prie. Hier, nous parlions justement de ce documentaire, Les 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny. Il y a donc la 3e rediffusion tout à l'heure à partir de 21h sur Live TV. Ne manquez surtout pas. À partir de 21h, vous avez la rediffusion des 7 femmes de feu Félix Houphouët-Boigny. Derrière un grand homme se cachent de grandes histoires d'amour. Vous avez été nombreux à apprécier le décryptage que nous avons fait hier de ce film-là. Vous aurez encore le temps de regarder, de ressasser, de réfléchir. Et puis voilà, à chacun donc de tirer les leçons de ce chef-d'œuvre documentaire réalisé par Serge Billet. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Tout à l'heure à 21h, on regardera tous ce documentaire. Herman, merci d'être venu. On est là. Élisée, Marius, Daouda, Monsieur Amavi, merci. On se retrouve donc demain. Portez-vous bien, les programmes continuent sur Live TV. À tout à l'heure 21h pour la rediffusion des 7 femmes de Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir.